Bonjour et bienvenue dans cette série de tests de code de la route. Vous allez faire la série numéro 18. N'oubliez pas de prendre comme d'habitude un papier, un crayon et de noter à chaque fois que vous faites une erreur ou que vous avez un doute pour pouvoir apprendre, retenir et ensuite refaire cette série-là pour vérifier si vous avez bien retenu. Allez, c'est parti pour la question numéro 1. Manger en conduisant est autorisé? Oui, réponse A. Non, réponse B. Et sans risque? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, tout ce qui peut représenter une gêne à la conduite est interdit au volant. Donc, évidemment, manger, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que la concentration, elle n'est pas au top sur l'extérieur. On n'a pas les deux mains sur le volant, ni la main prête à intervenir sur le levier de vitesse ou sur les clignotants correctement. Donc là, c'était réponse B et D. Question 2. Le dépistage de l'alcoolémie est systématique si je suis impliqué dans un accident matériel? Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans un accident corporel? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, le dépistage de l'alcoolémie se fait par soit la police ou la gendarmerie. Ça se fera quand il y a obligatoirement un accident corporel. Dans un accident matériel, c'est pas systématique du tout. D'ailleurs, c'est rare que la police ou la gendarmerie se déplace quand il y a un accident matériel uniquement, sauf si il y a une mise en danger d'autrui parce que vous encombrez la route et qu'il y a un risque fort de suraccident ou autre. Sinon, vous le réglez ça entre vous avec le constat amiable. Donc, c'est rare qu'il soit là. Donc là, c'est réponse B et C. Question 3. Je peux tourner à droite dans la première rue? Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans la deuxième rue? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater comme signalisation? Ce panneau-là, ça annonce qu'il est interdit de faire demi-tour et c'est jusqu'à la prochaine intersection incluse. Donc, à partir du panneau, jusqu'à la prochaine intersection incluse. D'accord? Ensuite, ici, ça veut dire que c'est interdit de tourner à droite à la prochaine intersection. Ça veut dire à l'intersection qui sera juste après ce panneau-là. Donc, ça sera interdit de tourner ici. On en a la preuve, puisque vous avez vu, là, le CD de passage fait toute la largeur de la route. Donc, ça nous annonce bien que c'est un sens unique. Ok, si on avait eu une interdiction de tourner à droite, il aurait fallu qu'on renouvelle le panneau juste avant cette rue-là. Donc, on a le droit de tourner dans cette rue-là. D'ailleurs, le stop, vous voyez bien, ne fait pas toute la largeur de la route. Hein. Il y a un espace pour pouvoir tourner. Donc là, est-ce que je peux tourner à droite dans la première rue? Non, c'est interdit, donc c'est réponse B. Est-ce que je peux tourner à droite dans la deuxième rue? Oui, je peux le faire. D'accord, ils n'ont pas renouvelé ce panneau-là et le marquage ne fait pas toute la largeur de la route. Donc je peux tourner à droite. Réponse B et C. Question numéro 4. Je doute des intentions du trottinettiste. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, on voit que là, il fait un petit peu le foufou là sur la route. Est-ce qu'il s'amuse à avancer sur une roue sur cette voie-là ou est-ce qu'il va traverser? On ne sait pas. On ne sait pas son intention en fait. Mais comme je suis assez loin de lui, c'est pas non plus un danger immédiat.
Donc c'est pas utile là de klaxonner. Je vous rappelle qu'on a le droit de klaxonner en agglomération uniquement en cas de danger immédiat. Là, il n'y a pas une urgence absolue. Il n'y a personne derrière moi non plus. Donc là, il suffit juste de ralentir. Ça me laissera le temps en fait de comprendre ses intentions et de m'arrêter par exemple s'il chute quand il va remettre sa roue au sol ou quand il va passer ce trottoir. Donc là, est-ce que je klaxonne? Non, réponse B. Est-ce que je ralentis? Oui, bien sûr, réponse C. Donc B et C. Question numéro 5. J'accélère, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je conserve la même allure, réponse C. Alors, ici, on nous dit, et c'est important là de connaître votre signalisation verticale, si vous avez fait des erreurs là-dessus, surtout notez-le et apprenez-le. Hein. Là, c'est un panneau qui nous dit fin de route pour automobile. Donc c'est une route à accès réglementé. Donc je vais être limité en fonction du lieu où je me trouve. Là, ici, on est sur une route à 2 chaussées séparées par un terre-plein central. D'accord? Donc on est en sens unique. Dans ce cas-là, j'étais limité à 110 km/h quand j'étais sur la route pour automobile. Maintenant, je vais passer sur autoroute. Donc autoroute, la limitation de vitesse, si on nous dit rien de particulier, va être de 130 km/h puisqu'il ne pleut pas. Donc j'ai le droit de passer de 110 km/h à 130 km/h. Donc normalement, je peux accélérer puisque là, je roule à 118 km/h. Mais est-ce que je peux le faire maintenant? Alors on va regarder et là, on constate qu'on se fait dépasser. Et quand on se fait dépasser, on doit maintenir l'allure. Donc, je conserve la même allure. Réponse C. Question 6. Avant de quitter un véhicule, il faut serrer le frein à main. Réponse A. Fermer les vitres. Réponse B. Verrouiller les portes. Réponse C. Engager une vitesse. Réponse D. Alors, il faut toujours serrer le frein à main avant de quitter un véhicule. Comme ça, on est sûr que votre voiture ne va pas rouler pendant que vous êtes ailleurs. Ensuite, il va falloir fermer les vitres pour éviter, dans un premier temps, de vous faire voler des choses dans la voiture. Mais aussi, s'il pleut, ça évitera que votre voiture soit complètement inondée à l'intérieur. Il va falloir aussi verrouiller les portes pour éviter aussi qu'on vous vole la voiture ou qu'on vous vole des choses à l'intérieur de la voiture. Engager une vitesse, pas obligatoire à faire. Il est conseillé de le faire quand vous êtes dans une pente en complément de frein à main. Attention, hein, ça ne suffit pas non plus, c'est en complément du frein à main. Donc là, c'était réponse A, B et C. L'utilisation du limiteur est possible. En ville, oui, réponse A, non, réponse B. Sur autoroute, oui, réponse C, non, réponse D. Souvent, vous avez tendance à confondre le régulateur et le limiteur de vitesse. Le régulateur vous impose une vitesse. Vous ne pourrez pas rouler en dessous. Par exemple, si vous êtes en ville et que vous avez mis 50, la voiture ne roulera pas en dessous des 50 km/h, mais ne roulera pas non plus au-dessus des 50 km/h. Donc là, ça devient compliqué parce qu'en ville, ça change tout le temps de situation. Et souvent, on est obligé de lâcher l'accélérateur parce qu'il y a un danger possible vers l'avant. Par contre, le limiteur de vitesse, lui, vous réglez à 50, donc vous n'allez pas dépasser les 50 km/h, sauf si vous vous mettez à accélérer fortement, et dans ce cas-là, temporairement, vous allez pouvoir dépasser les 50 km/h. Quand vous lâcherez l'accélérateur, la voiture va baisser son allure aussi, donc elle va perdre son allure, vous pourrez rouler par exemple à 30 km/h, et puis une fois que le danger est passé, quand vous allez reprendre l'accélérateur, la voiture va se bloquer à la limitation de vitesse, donc les 50 km/h. Ce qui fait que ça, vous pouvez l'utiliser en fait n'importe quand. Hein. Vous pouvez accélérer, freiner,
elle sera toujours au maximum à 50 km/h. Et on peut aussi avoir une même conduite quand on est sur autoroute. Donc si tout va bien, vous réglez à 130, donc vous maintenez vos 130. Un véhicule devant vous roule un peu moins vite et vous ne pouvez pas le dépasser tout de suite. Ben dans ce cas-là, vous lâchez un peu l'accélérateur, vous adaptez votre allure par rapport à ce qui se passe devant. Et puis une fois que vous avez la possibilité de dépasser le véhicule qui roule plus lentement, vous reprenez l'accélérateur et ça vous bloquera à 130 km/h. Donc finalement, le limiteur, ça, il faut que vous le reteniez, donc vous le notez si vous avez un doute. Le limiteur, vous pouvez l'utiliser partout. En ville, c'est oui, et sur autoroute, c'est oui aussi. Donc A et C. Question 8. La commande utilisée permet d'actionner le verrouillage des vitres arrière. Réponse A. De la portière avant. Réponse B. De la portière arrière. Réponse C. Alors ici, vous voyez, ça se fait avec une clé. Et, il faut tourner, mais certaines voitures, c'est juste un petit loquet à bouger, hein, de gauche à droite ou de bas en haut. Ça dépend des voitures, mais ça s'appelle le verrouillage de la portière. C'est une sécurité enfant, en fait. Donc c'est fait pour les portières arrière. Comme ça, si l'enfant essaie de tirer sur la poignée pour ouvrir la portière, il ne pourra pas le faire. Donc quel est l'intérêt? C'est que ça évite que la portière s'ouvre alors que vous êtes en train de rouler et que l'enfant tombe par terre alors que la voiture est en mouvement. Et puis aussi, ça évite que l'enfant ouvre la portière, pas au bon moment. Par exemple, vous êtes garé, vous êtes arrêté et l'enfant est du côté de la route. S'il ouvre la portière alors qu'un véhicule arrive derrière, et il risque de se faire arracher la portière, et si lui descend par la même occasion, il va se faire renverser par la voiture qui arrive sur la route. Donc là, pour pouvoir ouvrir la portière, il faut que ce soit une personne à l'extérieur de la voiture, donc par exemple le conducteur. Il descend et il va ouvrir la portière à l'enfant puisqu'il ne pourra pas le faire de lui-même. Donc là, c'était réponse C. Question 9. Je suis prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je passe. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, on était à un feu vert, je vais vous la remettre. On est, hop, le feu passe vert, donc lui aussi est au vert. Donc on va commencer à avancer. Moi je continue tout droit dans ma voie et lui traverse l'axe. Et vous avez vu, il s'est mis à accélérer et il arrive rapidement. Alors est-ce que je suis prioritaire? Eh bien oui, puisque moi j'ai le feu vert et que je continue tout droit. Puisqu'on me dit rien, c'est que je continue tout droit. Dans le code de la route ou le jour où vous passez votre examen, si on vous dit rien, c'est que vous continuez tout droit ou la route principale. Donc moi je vais tout droit, je suis donc prioritaire. Lui quand il va tourner, je viens de sa droite, donc il doit me laisser passer. Il est en train de traverser ma voie, donc il n'est pas prioritaire. Donc est-ce que je suis prioritaire? Oui, réponse A. Est-ce que je passe? Bah là, on vient de voir qu'il arrivait comme une brute, comme une balle à l'intersection. À mon avis, il a l'intention de nous passer devant. On ne sait pas en fait finalement. Donc, vu la vitesse qu'il a, s'il a besoin de s'arrêter, il va finir par s'arrêter au milieu de l'intersection, alors que moi je roule bien plus lentement. Donc par sécurité, c'est pas parce que je suis prioritaire que je dois forcer le passage au risque d'avoir un accident. Donc là, je vais être raisonnable et je vais le laisser passer parce que sinon on va arriver à l'accident. Donc là, c'était réponse A et D. Question 10. Pour faire descendre un passager, je m'arrête immédiatement. Sur le trottoir? Oui, réponse A. Non, réponse B. Le long du trottoir? Oui, réponse C. Non, réponse D.
Donc, nous sommes en agglomération. Et la règle en agglomération, elle nous dit que c'est interdit de stationner sur les trottoirs, sauf si on a un panneau ou un marquage au sol qui nous l'autorise. Là, c'est pas le cas, donc je n'ai pas le droit d'utiliser le trottoir. Est-ce que je peux stationner le long du trottoir? Normalement, c'est ce qui se passe en agglomération. On peut stationner le long d'un trottoir, sauf à proximité d'un virage, d'une intersection. Il y en a plein d'autres. À vous de chercher sur votre livre de code si vous ne savez pas toutes les conditions. Je vous invite à réviser ça, ça vous évitera de vous faire avoir. Mais là, vous avez vu, on est à proximité d'un virage. Donc on ne peut pas, parce que si je m'arrête ici, le véhicule qui va être derrière moi va être obligé de se retrouver en contresens alors qu'on n'a pas de visibilité en face. Donc c'est pour ça que c'est interdit à proximité d'un virage. Donc là, pour descendre un passager, est-ce que je m'arrête immédiatement sur le trottoir? Non, c'est interdit. Réponse B. Le long du trottoir? Non plus, puisque je suis à proximité d'un virage. Donc réponse B et D. Question 11. Je reste où je suis? Réponse A. Ou je m'écarte? Réponse B. Alors, on peut voir que nous sommes aussi en agglomération. Il y a un piéton qui est en effet sur un semblant de trottoir, là, mais je dois, trottoir ou pas trottoir, hein, je dois toujours respecter un intervalle minimum de 1 mètre. Donc là, il est bien au bord, d'accord? Et puis s'il fait un écart, là, on risque de la percuter complètement. Donc il est préférable, surtout que personne ne me dépasse, il n'y a personne en face, il est préférable que je m'écarte, que je fasse un peu plus d'1 mètre quand j'en ai la possibilité. Donc je m'écarte, réponse B. Question 12. En période probatoire, la perte de 3 points suite à une infraction oblige à suivre un stage de sensibilisation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il permet le remboursement de l'amende forfaitaire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quand on est en période probatoire, est-ce que ça nous oblige à suivre un stage quand on a perdu 3 points? Eh bien oui, quand on a perdu 3 points ou plus que 3 points, on doit obligatoirement faire un stage de sensibilisation et ça nous permet par la même occasion de rembourser l'amende forfaitaire. Donc c'est réponse A et C. Question 13. J'allume le clignotant. Réponse A. Je tourne à droite. Réponse B. Je tourne à gauche. Réponse C. Alors, nous, là, on arrive sur une intersection. C'est une intersection en T que ça s'appelle, parce que vous avez vu, ça fait une route là et une route dans l'autre sens, donc ça fait comme un T. Et qu'est-ce qu'on voit? Là, il est bien visible, il est bien en face et il est assez gros. Il y a un panneau qui dit « Obligation d'aller à droite ». Donc, est-ce que j'allume mon clignotant à droite? Oui, c'est pas parce que c'est une obligation d'aller à droite que je ne suis pas obligée de mettre mon clignotant à droite. C'est important de le mettre pour celui de derrière, parce que peut-être que celui de derrière, là il n'y en a pas, mais s'il y avait quelqu'un, je lui cache la visibilité, donc peut-être qu'il verra pas ce panneau-là et qu'il ne connaît pas mon intention. Il ne sait pas si je veux aller à droite ou à gauche. Donc où est-ce que je vais me placer? Parce que si je tourne à droite, je vais me serrer bien à droite. Ensuite, les véhicules qui arrivent sur les côtés, ils seront contents aussi de connaître mon intention, savoir ce que je vais faire, ainsi que les piétons qu'il pourrait y avoir de chaque côté. Donc dans tous les cas, j'allume mon clignotant dès que je vais changer de trajectoire. Ensuite, est-ce que je tourne à droite ou à gauche? Là, j'ai répondu à votre question tout à l'heure, donc je tourne à droite. Donc réponse A et B. Question 14. La pollution est constituée de gaz carbonique? Oui, réponse A. Non, réponse B. De particules métalliques? Oui, réponse C.
non, réponse D. La pollution, c'est constitué, là, les échappements de CO2, d'accord? Donc de gaz carbonique. Et dedans, il y a aussi des particules métalliques dans les émissions de gaz. Et tout ça, c'est responsable du changement climatique, hein, d'ailleurs. Donc là, c'était réponse A et C. Question 15. Je risque de rencontrer des piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on est sur une route à circulation rapide, hein, on est à deux chaussées séparées par un terre-plein central. Donc, c'est normalement une route à accès réglementé quand même, où les piétons sont interdits. Mais là, on constate quoi? D'ailleurs, ça nous le dit, hein, qu'il y a un véhicule devant qui est en panne et qui va se faire remorquer. Et il y a des plots qui ont été mis par sécurité. Là, il y a forcément des agents qui interviennent, soit pour régler la sécurité, soit pour dépanner la personne. Et donc ces agents-là, c'est possible qu'ils soient sur la route, hein, pour pouvoir monter dans leur véhicule ou faire monter le véhicule sur la remorque, ou ceux qui travaillent pour aller chercher les plots. Donc c'est possible qu'on ait des piétons sur cette route-là. Donc là, c'était réponse A. Question 16. Une ceinture de sécurité distendue augmente les blessures en cas de choc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et oui, le but de la ceinture de sécurité, c'est de nous maintenir proche du siège, hein, et du dossier, de manière à pas être projeté vers l'avant et de ne pas taper soit le volant ou un montant de la voiture. Si la ceinture de sécurité est distendue, c'est-à-dire qu'elle n'est pas bien plaquée contre vous, mais par exemple, il y en a qui mettent des petites pinces, vous savez, pour que ce soit détendu un petit peu. Distendu, ça veut dire détendu, qui n'est pas serré. Et bien dans ce cas-là, la ceinture de sécurité ne va pas vous maintenir le long de ce dossier-là et vous risquez, dans ce cas-là, d'être retenu beaucoup plus tard et de taper le volant ou le montant et d'avoir un traumatisme crânien, par exemple. Donc, évidemment, une ceinture de sécurité distendue augmente les blessures en cas de choc. C'était réponse A. Question 17. Le véhicule noir recule. Je klaxonne? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on peut voir que là, le véhicule noir recule grâce à ses feux de recul, hein, pas uniquement parce que la question nous le dit, mais parce que on voit aussi les feux de recul d'allumés, les feux blancs. Et lui, il n'a pas de visibilité, hein. Il y a un muret, il y a des poteaux, donc il ne nous voit pas venir. Donc on ne sait pas s'il va continuer ou s'il va s'arrêter au bord, on n'en a aucune idée. Ça se passe juste devant nous. Vous avez vu, on a très peu de distance sur l'avant, donc on a très peu de distance pour s'arrêter aussi. En plus de ça, vous avez vu vers l'arrière, qu'est-ce qui se passe dans le rétroviseur? On a un véhicule qui est quand même assez proche de nous, parce qu'il est gros dans notre rétroviseur, il est proche. Donc si je freine brusquement, je risque aussi l'accident vers l'arrière. Donc là, je me retrouve embêtée entre deux situations. Si je freine brusquement, je me fais rentrer par derrière. Et en plus de ça, j'ai très peu de distance pour moi intervenir. Donc qu'est-ce qui peut être bien, puisqu'ils ne me voient pas arriver, c'est qu'ils m'entendent. Donc c'est bien que j'utilise le klaxon, parce que là c'est un danger immédiat. On est en agglomération, mais là c'est un danger immédiat. Donc j'ai le droit de klaxonner dans ce genre de situation. Donc là je vous conseille de klaxonner cette fois-ci. Donc c'est réponse A. Question 18.
Je m'arrête à hauteur du cycliste, réponse A. Derrière le cycliste, réponse B. Alors, si je me mets à hauteur du cycliste, vous savez, il y a le minimum des 1 mètre à faire puisque je suis en agglomération. Donc ma voiture, elle va se retrouver ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'empiète sur la voie d'à côté. Alors en plus de ça, s'il y a un poids lourd qui veut arriver et qui veut tourner, vous savez, lui, il a besoin de place pour tourner, je bloque la circulation. Et puis je n'ai rien à faire dans la voie d'en face. En plus, je vais rester un petit moment puisque le feu est rouge. Donc, je ne me mets pas à hauteur du cycliste. Réponse B. Question 19. L'ESP, correcteur électronique de trajectoire, agit de façon significative sur la vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur la trajectoire. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'ESP, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, c'est même précisé, vous avez un peu de chance. Des fois, c'est pas toujours noté, donc retenez-le quand même. L'ESP, c'est un équipement qui permet d'éviter les dérapages pour éviter de justement perdre la trajectoire de votre véhicule. Mais ça n'intervient en aucun cas sur la vitesse. Par exemple, quand vous approchez d'un virage, c'est à vous de décider de votre allure et l'ESP n'aura pas d'incidence là-dessus. Donc, c'était réponse B, parce que ça n'agit pas sur la vitesse, mais ça agit sur la trajectoire. Donc B et C. Question 20. La différence de profondeur des sculptures entre les pneus arrière ne doit pas dépasser 5 mm, réponse A, 10 mm, réponse B. Alors, la sculpture, qu'est-ce que c'est? Ce sont, vous voyez là, les petites rainures que vous avez, aussi bien dans ce sens-là que dans ce sens-là. C'est pour laisser passer l'eau, pour que l'eau puisse s'évacuer, éviter de surfer sur l'eau. Plus vous allez rouler, plus cette gomme-là va s'user. Et donc, du coup, la profondeur des sculptures sera de moins en moins importante. Il faut absolument que sur un essieu, les pneus ne soient pas usés avec une trop grande différence. Il faut que ce soit à peu près identique. Et ça doit être absolument inférieur à 5 mm. D'accord? On ne doit pas dépasser les 5 mm. Donc c'était réponse A. Question 21. Je me suis trompé de direction. Je peux revenir dans la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ça s'appelle une voie de stockage, ça. Alors, vous savez pourquoi ça a été créé, une voie de stockage? Parce qu'avant, il y avait beaucoup trop d'accidents. Avant, ça a été configuré comme ça, une intersection, quand vous étiez souvent hors agglomération, même en agglomération. Donc, vous aviez la ligne, là, et puis les gens étaient obligés de ralentir. Si quelqu'un arrive en face, il laisse passer ceux d'en face. Et puis, quand il n'y a plus personne, là, ils peuvent tourner. Alors du coup, il devait soit rouler très 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 lentement quand il y avait en face pour laisser passer celui d'en face, ou voire même s'arrêter. Et quand on roulait à 90 km/h, parce qu'avant c'était 90 partout, il y avait forcément une énorme différence de vitesse entre celui qui arrêtait et celui qui arrive derrière à toute zingue. Et donc là, ça provoquait des accidents. Donc ils ont prévu les voies de stockage où c'est justement, le but c'est de ralentir dedans et de pouvoir s'arrêter dans cette zone-là en attendant que le véhicule arrive en face pour pouvoir ensuite tourner. C'est pour ça que la réglementation dit qu'une fois que je suis dedans, je n'en ressors plus. D'accord? Je peux l'utiliser uniquement pour tourner, même pas pour dépasser d'ailleurs.
je peux l'utiliser uniquement pour tourner. J'insiste un peu parce que des fois vous avez des questions de code aussi qui sont dans le même sens que ça. Et une fois que je suis dedans, je ne peux plus en ressortir, même si je me suis trompée de direction. C'est pas grave, je tourne et je trouverai bien une autre solution pour pouvoir reprendre ma route que je devais prendre au départ. En plus de ça, vous avez vu qu'est-ce qui se passe dans le rétroviseur? Il y a un véhicule. Donc si moi je rechange de voie, là c'est l'accident assuré, parce qu'il arrive beaucoup plus vite que moi. Donc c'était réponse B. Question 22. Marseille est à 220 km. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vitesse est limitée à 110 km/h. Réponse C. 130 km/h. Réponse D. Alors, ici, on voit bien que Marseille est bien à 220 km. Maintenant, à quelle vitesse on est limité? Donc, on peut voir qu'on est sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central. Donc, parce que ici, vous avez un terre-plein. Là, vous avez une ligne continue. Donc, on est bien sur un sens unique. On a ensuite le cartouche là qui nous dit que nous sommes sur une nationale. Donc, ça nous confirme qu'on n'est pas sur autoroute. En plus de ça, les panneaux ici ne sont pas bleus. Si on avait été sur l'autoroute, il aurait fallu que tous les panneaux là soient bleus de direction. Mais vous avez vu, on a un peu de bleu ici. Pourquoi? Parce que un peu plus tard, on aura la possibilité de suivre Marseille, soit en restant sur une nationale, soit en prenant l'autoroute. On aura le choix. On aura la possibilité de choisir. Mais on n'est pas pour autant sur l'autoroute actuellement. Donc là, c'était une nationale, ce qui veut dire que là, on est sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central, sur une nationale. Donc la limitation de vitesse est à 110 km/h. Donc c'était réponse A et C. Question 23. Je m'arrête au feu, réponse A. Je m'arrête au milieu de l'intersection, réponse B. Je m'engage, réponse C. Alors, en règle générale, quand on doit tourner à gauche, on doit laisser passer ceux d'en face. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, il y a les voies ici pour aller tout droit, et la voie pour aller à gauche. Ceux qui vont tout droit ont leur propre feu. Vous avez vu là? Voilà, ça c'est le feu pour aller tout droit. Nous, on a notre feu qui est ici, qui est pour aller à gauche. Quand on a un feu qui n'est que pour notre voie, donc là en l'occurrence pour aller à gauche, ça veut dire que je peux tourner à gauche directement sans laisser passer en face parce que ceux d'en face auront le feu rouge. Attention, ne confondez pas, si j'avais pas eu le feu vert là et que le feu rouge avait été mis ici, donc par exemple je vous refais l'intersection, je prends un peu de temps parce que souvent en conduite, ça vous embête ce genre de choses, vous avez un petit peu de mal à savoir quoi faire. Donc si vous avez cette situation-là, avec un feu ici et un feu là, d'accord? Ça veut dire que là, ces feux-là sont valables pour les trois voies, les deux pour aller tout droit et celle pour aller à gauche. Dans ce cas, si le feu avait été vert pour les trois voies, il aurait fallu que je laisse passer ceux d'en face avant à mon tour de tourner à gauche. Attention à bien faire la différence. Ici, vous avez un feu qui est uniquement pour vous. Ceux qui vont tout droit ont le feu rouge. Moi, j'ai mon feu qui est pour tourner à gauche. Je peux y aller directement. Donc là, c'était réponse C. Je m'engage. Je ne m'arrête ni au niveau du feu, ni au milieu de l'intersection. C'est je m'engage directement. Vous savez, ce genre de situation, moi, je vous conseille surtout
parce que vous conduisez pas encore la plupart, mais justement, quand vous êtes à pied, d'apprendre à observer. Vous restez, je sais pas moi, vous restez 4-5 minutes au niveau d'un feu un peu compliqué. Vous êtes à pied et vous regardez comment ça fonctionne. Vous regardez ce que font les gens. Alors, attention, évidemment, certains font n'importe quoi, mais dans l'ensemble, les gens font correctement. Et vous regardez comment ça fonctionne. Vous dites, tiens, si je vais tout droit, est-ce que je dois laisser passer quelqu'un ou est-ce que je dois me placer? Comment faire? Si je vais à gauche, où est-ce que je vais me placer? À qui ça sera le tour de passer? En fonction des feux. Entraînez-vous. Quand on a déjà de l'expérience d'observation, vous allez voir qu'en conduite, ça va beaucoup vous aider. J'insiste aussi, mais vraiment, ça vous aide et ça vous évite de faire plein d'heures de conduite. Question 24. J'accélère, réponse A. Je serre immédiatement à droite, réponse B. Je ralentis, réponse C. Donc, on a entendu, vous avez entendu, hein, la sirène. Donc, on a un véhicule d'urgence derrière. On l'a reconnu grâce à la sirène à 2 tons. Hein. Ça faisait pas 3 tons, c'était à 2 tons. Donc, je dois, j'ai bien dit je dois, lui faciliter le passage. Alors, si j'accélère, je vais me rester devant lui. Et puis, vous avez vu, il y a une intersection avec des véhicules qui attendent déjà devant. Et en plus de ça, c'est un pont avec très peu de place pour dépasser. Donc, si je reste bloqué ici, je vais bloquer la circulation et lui ne pourra pas passer. Il ne pourra pas me dépasser du tout. Et si je serre immédiatement à droite, c'est bien, je vais me serrer à droite, mais après, je vais devoir m'écarter à cause du trottoir. Donc, il va falloir faire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je ralentisse, parce que l'idéal, c'est que je patiente ici, en fait, dans cette zone-là, que je patiente ici, comme ça, lui peut passer, et puis moi après je reprendrai ma direction comme prévu. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ralentir et je serre immédiatement à droite, ici, dans cette zone-là. Je ne peux pas le faire plus loin. Donc réponse B et C. Question 25. Le véhicule A risque de dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le véhicule B risque de dépasser. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le véhicule A a mis un clignotant à gauche, donc il est fort probable qu'il se mette à dépasser, même s'il y a beaucoup de circulation, mais là qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a une sortie. Donc il est possible que les véhicules de droite ralentissent un petit peu pour sortir. Du coup, il est fort probable qu'il se mette à dépasser, c'est pour ça qu'il a son clignotant à gauche. Le véhicule B, lui, il a le clignotant à droite et il risque très probablement en effet de prendre la sortie à droite. Donc, il risque pas de dépasser, mais plutôt de sortir, puisqu'il a son clignotant à droite. Donc là, c'était réponse A et D. Question 26. Dans tous les cas, je dois pouvoir présenter aux forces de l'ordre l'attestation d'assurance. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vignette du contrôle technique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, faites attention, cette question-là, il y a des subtilités dans la question qui fait que vous pourriez faire des erreurs. On vous dit bien dans tous les cas, d'accord? Donc ça veut dire que dans toutes les situations, est-ce que je dois pouvoir présenter l'attestation d'assurance? Oui. Dans toutes les situations, oui. Est-ce que la vignette, je dois pouvoir présenter la vignette du contrôle technique? Donc dans tous les cas, est-ce que je dois aussi, donc on précise bien aussi que c'est une obligation, est-ce que je dois pouvoir présenter la vignette du contrôle technique? Eh bien non, puisque si j'ai un véhicule neuf, donc qui a moins de 4 ans, je ne passe pas de contrôle technique. Donc je n'ai pas à présenter cette vignette de contrôle technique. Donc c'est réponse A et D. Question 27. Pour conduire un véhicule de près,
Régler le siège et les rétros suffit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un véhicule de prêt? C'est un véhicule que j'ai loué. Donc, il y aura forcément un autre conducteur avant qui n'aura certainement pas les mêmes réglages que moi. Est-ce que régler le siège et les rétroviseurs suffisent? Bien non, il y a aussi à régler l'inclinaison du dossier, la hauteur du volant, la profondeur du volant, la hauteur aussi, vous savez, de la ceinture au niveau de votre épaule, et puis l'appui-tête aussi à régler. Tout ça, ce sont des éléments importants, soit pour la sécurité, soit pour la bonne maîtrise de votre véhicule. Donc c'était réponse B. Question 28. Le transport le plus rapide dans les agglomérations aux heures de pointe est le vélo, réponse A, la voiture, réponse B. Et oui, le transport le plus rapide dans les agglomérations pendant les heures de pointe, eh bien c'est bien le vélo. Par exemple, dans les bouchons, donc comme la situation ici, il faudra environ 12 minutes pour parcourir 3 km à un vélo, tandis que pour une voiture, il faudra 27 minutes et puis 18 minutes aussi pour les transports en commun. Donc c'est le vélo le plus rapide et de loin, réponse A. Question 29. Circuler sur un trajet monotone favorise la réduction de la fatigue, réponse A, la baisse de vigilance, réponse B, le risque de somnolence, réponse C. Alors, le trajet monotone, non, ça ne réduit pas la fatigue et ça va vous provoquer une baisse de vigilance, une baisse d'attention. Vous serez beaucoup moins concentré et il y aura un risque plus important de somnolence. Donc, c'est réponses B et C. Question 30. Lors d'un contrôle routier, le niveau sonore du véhicule peut être mesuré. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et oui, la police ou la gendarmerie ont des équipements exprès pour justement faire les contrôles de niveau sonore. Ils peuvent faire une mesure, donc c'était réponse A. Question 31. Je m'engage, réponse A, ou j'attends, réponse B. Un piéton, c'est vulnérable, c'est fragile. Donc dans tous les cas, il faut que je pense à passer avec toutes les sécurités possibles. Là, j'ai pas de possibilité de m'écarter. C'est compliqué, la route est étroite, j'ai pas de possibilité. Elles sont à moitié sur la chaussée, il y en a deux déjà qui sont sur la chaussée, deux qui sont arrêtées, qui ont l'air de regarder en l'air, être un petit peu, elle, un peu en arrière. Bref, je ne sais même pas si elle risque de faire un pas en arrière, parce qu'elle est en train de perdre l'équilibre ou pas, je n'en sais rien. Donc dans le doute, là, il vaut mieux attendre qu'elle dégage, qu'elle aille sur le trottoir, pour que moi je puisse m'engager. Donc réponse B. Question 32. Le vent souffle en rafale. Pour poursuivre ma route, je réduis l'allure. Réponse A. Je circule au milieu de la chaussée. Réponse B. J'accélère pour quitter cette zone venteuse. Réponse C. Je tiens fermement le volant. Réponse D.
Alors, lorsque vous avez du vent comme ça, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir réduire l'allure, surtout pas rouler au milieu de la chaussée, hein, parce que vous n'avez pas à bloquer la circulation pour les autres. Je n'accélère surtout pas dans une zone venteuse, je vais réduire l'allure et je tiens fermement le volant pour pouvoir maintenir ma trajectoire. Donc, c'était réponse A et D. Question 33. Consommer du cannabis peut entraîner une baisse de la concentration? Oui, réponse A. Non, réponse B. Des malaises? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, en règle générale, hein, le conducteur qui est sous l'emprise de cannabis, il a tendance à fonctionner au ralenti. C'est différent pour toutes les personnes, mais c'est ce qui ressort le plus souvent. Bien que le cannabis puisse avoir des effets pour vous sentir plus détendu, plus heureux, mais votre corps et votre cerveau, eux, peuvent avoir des effets différents. Il peut y avoir de la confusion, de la somnolence, donc de la fatigue, pour certains aussi, de l'anxiété, de la peur ou de la panique. Et donc, du coup, il y a une capacité réduite de se souvenir, de se concentrer, de prêter attention ou même de réagir rapidement. Et en plus, il met plus de temps, du coup, à analyser une situation et à prendre une décision. Et ça diminue les réflexes et donc un freinage tardif. Donc là, c'était une baisse de concentration, c'était oui, réponse A. Est-ce que ça peut provoquer des malaises? Eh bien oui, parce que ça provoque une baisse de la tension artérielle et ça peut, dans ces cas-là, provoquer des évanouissements. Donc réponse A et C. Question 34. Un accident vient de se produire. J'appelle les secours. Avant d'avoir évalué l'état des victimes, réponse A. Après avoir évalué l'état des victimes, réponse B. Il faut toujours analyser ce qui s'est passé sur l'accident avant d'appeler les secours pour pouvoir justement informer du nombre de victimes, de l'âge des victimes, parce que si il y a un bébé à bord, l'équipement ne sera pas le même. Voilà, s'il y a une personne enceinte, si la personne souffre d'hémorragie, si la personne est bloquée dans la voiture et qu'il va falloir prévoir une désincarcération. Toutes ces choses-là, il faut le prévoir avant d'appeler. Donc c'était réponse B. Question 35. La présence de l'e-call est obligatoire sur les nouveaux modèles de voitures? Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur les nouveaux modèles de moto? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, l'e-call, c'est une décision européenne, hein. Ça a été rendu obligatoire pour les constructeurs qui construisent les nouveaux modèles de voitures. Et donc, ça a été mis en application à partir de 2018, en fait, hein, d'accord? Ça a été décidé en 2015 et ça a été mis en application en 2018. Et ça permet, justement, quand vous avez un accident, que vous soyez conscient ou non, hein, ça appelle automatiquement les secours. Ça permet justement une intervention beaucoup plus rapide au moment de l'accident et de sauver des vies. Pour l'instant, l'obligation, elle est uniquement sur les voitures et pas sur les motos. Donc, c'était réponse A et D. Question 36. Nous sommes le 1er du mois. Je peux stationner du côté de ce panneau? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, je vais passer rapidement parce que j'ai fait tout un cours en vidéo là-dessus. Si vous avez un doute là-dessus, je vous invite à regarder cette vidéo. Donc, vous allez sur ma page YouTube et puis vous regardez toutes les vidéos que j'ai diffusées et vous verrez qu'il y a une vidéo sur les stationnements en alternance.
Alors, quand on a les deux dates de mise sur un panneau, c'est pas une histoire de côté de panneau, savoir où il est implanté, d'accord? Par exemple là, hein, voilà, si le panneau est là, eh ben c'est pas du côté du panneau jusqu'à la prochaine intersection, ça n'a rien à voir. Quand il y a les deux dates de mise, ça va être une histoire, quand il y a les deux dates, c'est une histoire de numéro de maison. Donc là, on ne sait pas de quel côté l'interdiction va être, il va falloir qu'on regarde les numéros de maison. Regardez ma vidéo, ça vous explique tout ça. Donc c'était réponse B. Question 37. Les créneaux horaires où la vigilance du conducteur est au plus bas se situent entre 2h et 5h, réponse A, entre 6h et 10h, réponse B, entre 12h et 15h, réponse C, entre 18h et 21h, réponse D. Ici, c'est pareil, hein, c'était à prendre par cœur. Hein. C'était réponse A et C, entre 2h et 5h et entre 12h et 15h. Ce sont les deux moments les plus risqués concernant la baisse de vigilance. Question 38. Rouler en quatrième en ville, c'est possible? Oui, réponse A, non, réponse B. C'est économique? Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, vu le coût du carburant en ce moment, je sens qu'il y en a qui vont un peu plus écouter cette question-là. Oui, rouler en quatrième en ville, c'est plus économique, en effet, parce que le régime moteur tourne moins vite et donc on consomme moins. En éco-conduite, on apprend des fois même dans certaines situations à mettre la cinquième en ville, ça peut être possible. Attention, ça dépend des situations, ça dépend du contexte. Donc là, c'était réponse A et C. Question 39. Quel témoin sur le tableau de bord impose un arrêt immédiat? A, réponse A. B, réponse B. C, réponse C. D, réponse D. Alors, qui dit arrêt immédiat dit qu'il y a une urgence, forcément. Le témoin orange, ça informe le conducteur d'un élément important, mais c'est pas une urgence, c'est pas dangereux. Donc le témoin A, ce sont les feux de brouillard arrière, donc c'est important de savoir qu'on les a mis parce qu'on peut gêner ceux de derrière. Et le C, ça informe que les plaquettes commencent à être usées. Le B indique que les feux de détresse sont en fonctionnement, même s'il est rouge, par contre, ça n'impose pas l'arrêt. Le D, là, ça nous informe qu'il y a un problème dans le freinage. Donc là, il faut s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Donc c'était réponse D. Question 40. Je peux circuler sans feu, réponse A. En feu de position seule, réponse B. En feu de croisement, réponse C. En feu de brouillard avant, réponse D. Donc si vous avez du mal avec, pareil, les feux, vous avez vu, j'ai fait une vidéo aussi sur l'utilisation des feux, savoir quand les mettre, avec plein de petits exercices. Je vous conseille, comme dans la petite formation que je vous propose sur les astuces gratuites, qui vous donne une petite méthode de travail pour pouvoir progresser plus vite et éviter de refaire toujours les mêmes erreurs, n'hésitez pas à vous inscrire, d'ailleurs, si vous en avez besoin. Je vous conseille aussi de bien noter sur une petite fiche, comme je vous l'explique, si vous faites des erreurs sur ce genre de questions. Alors, ici, nous sommes hors agglomération, il y a une mauvaise météo, vous avez vu, il neige fortement. Donc, quand il y a une mauvaise météo, je n'ai pas le droit de circuler sans feu, c'est impossible.
En feu de position seul, c'est uniquement en aglo éclairé. Quand il y a une mauvaise météo, je dois mettre mes feux de croisement. Et en plus de ça, je peux aussi mettre mes feux de brouillard à l'avant, puisque à l'avant, j'ai le droit en cas de brouillard, neige et forte pluie. Donc, je peux cumuler mes feux de croisement avec mes feux de brouillard avant. Donc, c'était réponse C et D. J'espère vous avoir aidé sur cette série-là. N'hésitez pas à la refaire si vous avez fait quelques erreurs. Ne la refaites pas tout de suite après, hein, c'est pas le but. Le but, c'est que vous notiez vos fautes et puis qu'ensuite, vous la refassiez un peu plus tard. N'hésitez pas, hein, la petite astuce aussi, c'est de pouvoir mettre en vitesse accélérée. Vous avez vu, vous avez un petit icône en haut à droite là, avec les réglages, et vous pouvez choisir la vitesse de lecture. Donc, quand c'est une deuxième fois que vous l'avez faite, ou que vous commencez vraiment à être très à l'aise au niveau du code de la route, rien ne vous empêche d'accélérer un petit peu, faire 1.25 ou x2, c'est peut-être un peu rapide, mais un petit peu plus vite. N'hésitez pas, c'est possible aussi ça. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne continuation et bon courage à ceux qui passent l'examen. À très vite.